Nous avons commencé dans les postes 1 et 2 à décrire les réalités de l'esprit. Alors nous en sommes maintenant aux 3 derniers points. 3, la dimension multimillénaire de nos incarnations successives. 4, les programmations de vie. Et 5, nos capacités d'accéder aux programmations. Les incarnations successives. Notre système éducatif occidental a fait de nous des amnésiques d'un genre particulier. L'amnésique qui ne sait pas même qu'il a oublié quelque chose. Si nous sommes égaux en droit, nous ne sommes pas en capacité, parce que, évidemment, celui qui en est à sa première incarnation humaine a moins d'expérience que celui qui a des centaines d'incarnations derrière lui. Pour nombre d'Occidentaux, la réincarnation ne serait qu'une croyance orientale. Ils oublient que nos ancêtres, les Gaulois, étaient réincarnationnistes. Dans la guerre des Gaules, Jules César écrit, à propos des druides, une croyance qu'il cherche surtout à établir, c'est que les âmes ne périssent point, et qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. Alors, elle est aujourd'hui, maintenant, une certitude scientifique, parce qu'il y a un grand nombre de travaux qui ont été faits depuis plus d'un demi-siècle sur le sujet. Je citerai en particulier le professeur Ian Stevenson, qui fut professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie. Il a étudié durant plus de 40 ans le cas de souvenirs spontanés de vie antérieure des enfants et constaté que dans 35% des cas, il y avait sur leur corps des marques de naissance en lien avec les ultimes blessures reçues dans leur vie antérieure. Ainsi, un jeune Turc né avec une oreille atrophiée et qui aurait été dans sa vie précédente tué d'un coup de fusil du même côté de la tête. Cette jeune birmane assassinée dans une vie antérieure, ces assassins l'ont attachée, les jambes repliées et l'ont jetée dans un puits à sécher. Une jeune Igbo du Nigeria, dans sa vie précédente, elle était un homme qui a eu le crâne fracassé dans une bagarre et à l'hôpital, les médecins ont tenté une opération pour la sauver. Le hasard n'existe pas. Il existe par contre une programmation générale de la vie qui intègre toutes les programmations individuelles en une programmation collective. Cette programmation n'est pas une certitude, mais simplement une potentialité de survenance des événements. Alors au point 5, nous allons traiter de ce qui nous intéresse évidemment tous au plus haut point. Est-il possible d'accéder aux programmations et comment ? Alors je vais présenter 2 extraits de vidéos, une concernant Karl Lagerfeld et une autre, un humoriste qui s'appelle Bernard Mabille, qui témoignent, disons, de programmation, de précognition dont ils ont été les objets. Quand j'avais 18 ans, avec Yves, on est allé voir une voyante qui s'appelait Madame Zerakian, qui était très populaire. Ensemble? Vous avez été la voir? Oui. Ouais. Oui, bon. Je ne sais même pas s'il y avait déjà Pierre Berger, hein. Je ne me rappelle pas très bien. Elle habitait rue Maubeuge, dans un entresol en faux Louis XV. Elle était turque d'origine, avec des grands yeux turquoises, une femme énorme, mais fascinante. Et tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit à Yves, c'était moins gai à la fin. Bon, elle a eu raison, ce côté-là. Et la voyante, elle vous a dit quoi? Attendez. Alors elle m'a dit, votre succès, c'est à venir. Je vois tout multiplié par des milliers d'exemplaires dans la mode. Ça veut dire le prêt-à-porter, mais à l'époque, elle ne savait pas formuler, elle ne connaissait pas ce mot, ni rien. Bon. Je vois des livres et des livres et des livres. Et des images et des images et des images. Ça ne me disait pas grand-chose, bon. Et elle m'a dit tout ce que j'ai fait aujourd'hui, d'une façon tellement précise que c'est même effrayant dans un sens, mais tout est arrivé. Il y avait en bout de restaurant une jeune femme et sa mère, et il me dit, Bernard, il faut aller s'asseoir là-bas, parce que la jeune femme qui est sur la banquette, c'est incroyable, deviendra ta femme. Je me dis, mais t'es complètement taré, là, il y a un truc qui ne va pas. Donc on y va. De fil en aiguille, il se trouve que je tombe amoureux de cette jeune fille on avait 24 ans d'écart, donc c'était vraiment totalement improbable. Et il me dit, toi, je te l'avais dit, il me dit, tu vas avoir des enfants avec elle, tu auras 3 filles.
je m'étais fou furieux. J'ai déjà 2 enfants, je vais pas quand même... Et finalement, j'ai eu 3 filles avec elle. Alors, naturellement, les marchés financiers sont tout aussi programmés que nos destins individuels. Mais c'est notre ignorance des programmations et notre illusion du hasard qui nous rendent aveugles à cette réalité. Pour terminer ce poste, revenons sur le schéma de notre cerveau et de nos 2 logiciels de pensée. Selon le docteur Newberg, notre cerveau recevrait 400 milliards de bits d'informations à la seconde, dont seulement 2000, c'est-à-dire 1/200 millionième, seraient conscientes. C'est-à-dire qu'elles auraient réussi à franchir la barrière entre conscient et inconscient, représentée par l'influx nerveux ou potentiel d'action. Alors, il s'agit d'un phénomène de tout ou rien, c'est-à-dire si l'impulsion est suffisante, l'information passe, sinon elle demeure inconsciente. Mais même inconsciente, une information n'est pas perdue pour autant, et elle peut être mise en évidence avec différentes techniques. Ainsi, le test du casino du Dr Matthias Brandt est un exemple de la possibilité de mettre en évidence une information inconsciente. En l'occurrence, il s'agit de la perception par l'inconscient des mauvais choix que le sujet s'apprête à faire. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisbourg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. Après avoir vu ce test, chacun peut imaginer les applications qui pourraient en être faites dans la gestion des marchés financiers. Le logiciel de pensée ordinaire, avec son intelligence bornée et son égoïsme, est à l'origine de toutes les catastrophes de l'industrie financière. Qu'il s'agisse des traders emportés dans de folles spéculations dissimulées à leur hiérarchie, tel Nick Leeson, qui a coulé la Barings Bank, ou Jérôme Kerviel, qui fit perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale, mais aussi des dirigeants prestigieux, comme ceux de Long Term Capital Management, et parmi lesquels 2 prix Nobel d'économie, qui provoquèrent la catastrophe la plus coûteuse, avec 110 milliards de dollars de pertes cumulées. Le logiciel de pensée ordinaire est d'autant plus dangereux qu'il domine la conscience synthétique. Et comme le remarque le docteur Darold Treffer, il exerce une véritable dictature. Notre société est une société où l'hémisphère gauche est dominant. C'est une société qui s'appuie avant tout sur la logique et sur le langage, à tel point qu'on néglige les potentialités de l'hémisphère droit. Certains appellent cela la tyrannie de l'hémisphère gauche, tant celui-ci occupe chez nous une position dominante. Tant que les institutions financières donnent des responsabilités à des gens qui ignorent les réalités de leur propre esprit, ils seront en danger.